Alors, ça y est, la partie tribunal est terminée, et donc la table ronde, avec toutes nos excuses pour le retard. Ce principe donc d'avoir une ministre déléguée qui nous a fait l'honneur de venir, effectivement a fait déraper un peu le timing, et nous vous prions de nous en excuser. Laura et Alexis sont ici pour poser les questions qu'ils ont préparées avec beaucoup d'attention et d'intérêt par rapport à ce sujet. Voilà, 3 thématiques vont être abordées. On va essayer de les faire courtes, et en même temps, on a envie de faire honneur aussi à nos 4 intervenants de cette table ronde pour pouvoir ensuite poursuivre les discussions avec le cocktail derrière qui nous attend. Donc, la première thématique sur l'intelligence artificielle, puis après sur le recrutement, et enfin sur le réchauffement climatique. Donc voilà, je vous apporte le micro, et Alexis, à vous de démarrer. Merci beaucoup. Alors oui, durant ce tribunal, on a eu un débat qui est revenu régulièrement, celui sur l'intelligence artificielle. J'aurais une première question pour vous, Monsieur Chabot. Vous dites dans un de vos ouvrages que les clients ne viennent plus chercher justement des biens et acheter justement des biens dans les commerces, mais qui cherchent une réelle expérience client. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider ces commerçants à améliorer cette expérience cliente ? Bien, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'organisation, de votre invitation, etc. Alors, pour répondre brièvement à votre question, moi, je vois à peu près 2 choses dans l'expérience client et l'IA. Première chose, c'est que finalement, l'IA, elle décrypte de plus en plus finement le monde physique. C'est ça qui est intéressant. Et on peut imaginer effectivement des espaces commerciaux, des espaces marchands, avec un aménagement extrêmement rationalisé par l'examen des parcours clients. Donc voilà, on va après positionner l'offre de cette façon-là, en se basant sur l'examen des parcours clients par l'IA. Deuxième chose, l'IA va de plus en plus équiper finalement le consommateur. Il est aujourd'hui équipé de plus en plus par l'évaluation, TripAdvisor, tout ce que vous voulez, voilà. Pas seulement 60 millions de consommateurs. Et l'IA va effectivement, et sa capacité à trier, sélectionner des informations, équiper en termes d'information le consommateur, ce qui ne réduit pas la place du vendeur, mais ce qui peut la déplacer, ce qui la déplace vers des tâches davantage relationnelles et hospitalières. D'accord, je vous remercie pour votre réponse, et je vais justement rebondir sur ce que peut apporter le conseiller et me tourner plutôt vers Madame Vivier et Monsieur Fournier. Vous basez justement l'expérience client sur l'expertise de vos conseillers. Comment justement l'IA pourrait-elle aider vos conseillers? Et une autre question un peu, comment l'IA va, en aidant de plus en plus les sites internet et les plateformes de vente, qui du coup, les commerçants vont avoir moins d'informations que les plateformes, comment peut-on justement aider les conseillers avec l'intelligence artificielle? Bonsoir à tous. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que l'IA va être utilisée surtout pour aider le vendeur ou le commerçant. C'est un outil en fait. Et l'expertise va revenir toujours, le conseil, au vendeur. J'ai pu revenir là dernièrement d'une learning expédition en Corée du Sud. Et c'est un monde ultra connecté. Vous pouvez comment faire vos courses dans le métro et c'est livré juste après. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette ultra-connectivité ou l'intelligence artificielle, quand on va dans les commerces, on ne la voit pas. C'est un outil, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la vie, on va dire un facilitateur, et vraiment pour aider même le vendeur ou le commerçant à être plus performant et à avoir une expertise plus fine, plus poussée. C'est vraiment un outil. On ne le voit pas, et par contre, ça aide vraiment c'est une aide. Bonsoir à tous. Pour compléter, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, c'est un outil, ça va nous aider. Il ne faut pas avoir peur que les clients arrivent avec de l'information. Il y a tellement d'informations, il ne faut pas oublier l'humain derrière.
Nous, en magasin, on va capter l'humain en ayant les mêmes informations et en les adaptant à notre client. Il faut l'utiliser, pas en avoir peur et s'en servir pour mettre en avant, nous, nos connaissances et surtout les adapter à chaque personne et personnaliser encore plus, je pense, l'expérience client et créer une expérience encore plus forte. Et justement, quand on parle d'expertise, surtout dans les magasins spécialisés comme les vôtres, comment réagir et comment ne pas avoir peur face au client qui est de plus en plus renseigné? Mais le client, il a toujours été renseigné. Il arrive toujours avec énormément d'informations. Ça, on le sait. Mais il vient avec des informations qu'il a trouvées. Quand je cherche quelque chose sur Internet, si je veux que le ciel il soit rouge, il sera rouge. Donc le client, il arrive avec des informations parfois qui nous font un peu sourire parce que à force de s'informer, il se désinforme. Tout à l'heure, on prenait l'exemple du médecin. C'est pareil, le médecin, il doit rigoler. Nos clients, ils arrivent avec des informations, mais avec une demande. Aujourd'hui, on parlait beaucoup d'Epiphase. Donc moi, je vends des ustensiles de cuisine. Et en fait, dans les casseroles, dans les poêles, il y a des PFAS. Et les gens en ont peur. Aujourd'hui, ils viennent et ils veulent une poêle à tout faire. Elle n'existe pas. Et c'est là où moi, je vais intervenir. Je vais lui expliquer... je vais comprendre déjà ce qu'il veut et ensuite je vais lui expliquer les produits qui lui correspondent. Et je pense que dans tous nos métiers, c'est ça en fait. Les gens viennent avec des informations qu'ils ont trouvées sur Internet et nous, on s'adapte à l'humain qu'on a en face de nous. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez cherché des choses sur Internet, mais en règle générale, on est perdu. Il y a trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Et c'est vrai qu'on a vraiment des gens qui viennent et qui veulent être aidés. Et après, je pourrais rajouter ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est qu'ils cherchent une expérience. En fait, l'achat, c'est un alibi. Ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment vivre une expérience. Je vais rebondir rapidement justement sur l'expérience et avec une question pour vous, Monsieur Fournier. On voit justement émerger l'intelligence artificielle visible, parce que vous avez dit qu'elle était invisible avant, mais visible au sein des opticiens, avec notamment AI Optique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense... Du coup, c'est une boîte chinoise qui, justement, permet aux clients de venir en magasin et d'être entièrement renseignés par une intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur pour l'avenir ? Alors oui, j'ai eu... excusez-moi, parce que j'ai pris du coup un article, parce que c'est vrai que j'avais lu un article à l'époque qui était très intéressant là-dessus, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est des mots du fondateur de cette boîte. Alors il dit: pourquoi douter du progrès technologique quand les machines surpassent les êtres vivants? Il faut vivre avec son temps et optimiser tout ce qui peut gagner des parts de marché, faire gagner des parts de marché. Et à la fin, il cite: on est un peu ric-rac sur l'aspect RGPD, mais il faut reconnaître que profiter du vide juridique permet des économies considérables sur la masse salariale. Puisqu'il dit à la fin, il n'emploie plus qu'un opticien dans son magasin de 150 mètres carrés uniquement pour l'aspect légal. C'est une solution pragmatique au problème de recrutement dans la filière. Donc à l'époque, j'avais regardé un peu plus loin, puisque c'est vrai que l'article était paru. Et en fait, quelques jours après, on a eu qu'il s'agissait d'un canular à l'occasion du 1er avril, à l'heure où ChatGPT fait trembler certaines professions. Donc en fait, c'était un canular, cette boîte n'existe pas. Donc... Donc c'était un petit effet d'annonce. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir quand même des systèmes, puisque pour reprendre un peu de sérieux, par exemple de machines qui peuvent prendre toutes les mesures, on va dire ophtalmologiques, même si un médecin doit les analyser, mais on peut avoir des systèmes qui apportent des solutions ou des réponses à un problème visuel. Et nous, ce qu'on a souvent, c'est que le client, quand il arrive, il nous dit: écoutez, je suis allé chez l'ophtalmologiste et il ne m'a pas expliqué ce que j'avais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc c'est vrai qu'on peut voir que quand une machine peut donner des éléments assez pragmatiques et que la personne n'a pas le conseil derrière, eh bien, effectivement, on peut voir des passerelles. Mais en tout cas, non, ça n'existe pas. Je vous remercie. Ça montre bien que quand on fait des recherches, on ne tombe pas forcément sur tous les bons articles. Donc... il est important de le souligner, je vous remercie. Et j'aurais du coup peut-être une dernière question qui va se tourner plutôt vers Monsieur le maire. Une entreprise, une start-up française qui s'appelle MyTraffic utilise justement l'intelligence artificielle et les flux de population
et les passages des gens dans les centres-villes pour justement aider à dynamiser un peu les centres-villes et les territoires. Est-ce que vous pensez que c'est le futur, ça ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis maire d'une ville de 15 000 habitants, une ville-centre, puisque on est ici à Paris, mais ma ville fait 15 000 habitants dans un département, et c'est la plus grosse ville du département. Donc ça permet de relativiser par rapport à nos territoires, et vous dire que dans ma ville de 15 000 habitants, j'ai 300 commerces, la plupart indépendants, et qu'effectivement, ceux qui se sont cassés la figure, ce ne sont pas les petits commerçants indépendants, ce sont les grosses boîtes qui sont partis et qui nous ont laissé des gros trous vides. Et ça, je peux vous dire que je leur en veux, alors que mes petits commerçants, eux, ils se sont battus. Et je peux vous dire que c'est un combat de tous les jours. Vous passez votre temps à vous creuser la tête pour garder vos clients et en trouver de nouveaux. Nous, on passe autant de temps à se gratter la tête pour garder nos commerçants et en chercher de nouveaux. Et quand vous avez une part de marché qui baisse, vous faites la gueule. Quand moi, j'ai un trou dans une rue avec un pas de porte vide, je fais la gueule. J'habite en centre-ville et j'estime qu'un bon centre-ville, c'est un centre-ville où on travaille, où on habite et où on consomme. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a un potentiel pour nos villes moyennes, parce que je ne sais plus qui disait tout à l'heure, je crois que c'est la ministre Françoise Gatel, d'ailleurs c'est un très bon choix. La ruralité c'est dépassé, c'est des ploucs, qui n'y connaissent rien, etc. Mais je pense qu'au contraire, nos villes moyennes, elles ont un potentiel énorme, parce que quand vous habitez dans une ville moyenne, vous pouvez vous loger pour 1 000 € du mètre carré, vous pouvez économiser un véhicule parce que vous avez tout sur place, et qu'en plus vous avez des commerçants qui vous connaissent. Et moi, au-dessus de tout ça, l'IA, ça c'est la mode. Tout le monde parle de l'IA, c'est fantastique, on peinturlure tout le monde l'IA. Avant c'était le greenwashing, maintenant c'est l'IA-washing. Si t'es pas IA connecté, tu vaux rien. Moi je pense que ce qui compte c'est la relation humaine, et que si nos petits commerçants, ils ont réussi à surmonter tout ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est parce qu'ils savent innover, parce qu'ils connaissent les clients. Il n'y a pas besoin d'IA pour savoir que Madame Machin, quand elle va venir, elle veut des petites robes fleuries, un peu au-dessus du genou, avec des bretelles. Pas besoin d'IA pour ça, parce qu'elle connaît Madame Machin. Madame Machin, j'ai un truc qui va vous plaire. Et ça, il n'y a aucune IA qui remplacera Madame Machin, je sais, j'ai un truc qui va vous plaire. Alors certes, on aura des logiciels, des machins, qui vont vous dire que Monsieur Bidule, qui fait 1m80 et qui est blond, avec les cheveux gris, il voudra un costume de telle couleur. Mais rien ne remplacera le commerçant qui connaît parfaitement sa clientèle. Vous savez, moi, dans ma vie, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis issu de famille de commerçants. Mes parents ont tenu pendant 40 ans un petit commerce de confection dans une petite ville loin de Vesoul. Donc Vesoul, c'est déjà loin, donc imaginez loin de Vesoul, ce que c'est depuis Paris. Eh bien, mes parents, ils ont travaillé pendant 40 ans, ils connaissaient sur le bout des doigts les préférences de chacun de leurs clients. Et j'ai des clients encore maintenant, ils ont 85 ans, 90 ans, ils me disent « Mais qu'est-ce que c'était bien chez Chrétien ?» Parce qu'on repartait toujours avec un truc qui nous plaisait, même si vos parents ne forçaient pas à la vente. Moi, c'est là-dessus. Et toutes ces affaires de technologie, alors naturellement, on est dans la Fédération du commerce coopératif et des associés, donc on a des grandes superstructures qui peuvent vous apporter un savoir-faire technologique, mais rien ne remplacera jamais ça. Et la seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que quand je vois des petites vendeuses ou des petits vendeurs qui sont apprentis et puis qui se grattent la tête quand ils voient un client, on dit « Ah ben je sais pas, passez la semaine prochaine ». Quand je vois des restaurateurs où on dit « Qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui ?»« je sais pas, je vais voir le chef. » Mais ça, qu'est-ce qu'il y a dans votre salade là ? Je sais pas, je vais voir le chef. Voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est que ce savoir-faire, vous l'avez tous dit, quand on est commerçant, on est passionné. D'ailleurs, pour faire les choses bien, on ne les fait que quand on est passionné, quelle que soit la profession. Et bien moi ce qui m'inquiète, c'est que cette passion est en train de s'étioler et que commerçant, ça ne s'invente pas. Commerçant, ça se vit. Et je peux vous dire que rien ne remplacera jamais la passion, surtout pas l'IA. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole du coup à ma camarade pour le second thème. Merci, bonsoir à tous. Alors moi, je voudrais aujourd'hui parler du problème de recrutement que connaît le commerce d'aujourd'hui. Et je m'adresse tout d'abord à vous, Monsieur Fournier. On sait qu'aujourd'hui, le salaire n'est plus le seul critère pris en compte par les candidats dans le choix d'un poste.
et que ces candidats cherchent de plus en plus à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous, quels aspects mettez-vous en avant pour rester attractif aux yeux des candidats? C'est un point qu'on travaille avec attention. Alors, on est un groupement d'indépendants, donc on est agile et on sait s'adapter, et on écoute ce que souhaitent les collaborateurs pour essayer de leur donner envie de venir. Il y a plusieurs facettes. Vous avez aussi de donner des perspectives aux futurs collaborateurs. On est une académie qui permet de former, et former à plusieurs métiers, parce que opticien, il n'y a pas que ça, on peut faire du management, et puis ceux qui ont envie peuvent devenir un jour aussi entrepreneurs. Donc on donne des possibilités. Redites-moi la première... Quels aspects mettez-vous en avant pour paraître plus attractif à leurs yeux? Effectivement, donc vous parliez de la possibilité d'évoluer, d'une formation complète. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter? Vous répondez très bien à la question, je vous rassure. Non, mais j'ai d'autres éléments encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une fuite des talents parce que le commerce a ses horaires un petit peu compliqués et on arrive à proposer de travailler sur certains jours, d'avoir des samedis. Le commerce d'hier, il change. Et on a aussi beaucoup d'attention à questionner nos collaborateurs. On répond à une enquête Great Place to Work qui permet à nos collaborateurs de dire qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, on a une enquête qui revient et on met en place ce genre d'amélioration pour pouvoir donner envie à des gens de venir. Merci. C'est vrai que c'est très important d'écouter ces employés, mais au-delà aussi d'essayer de maintenir cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On en parlait tout à l'heure et c'est une grande question qui est revenue. Aujourd'hui, les gens cherchent à exercer un métier qui les passionne. Vous, Madame Vivier, vous travaillez dans une industrie de passion, la cuisine. Est-ce que cet aspect est pour vous un avantage en tant qu'employeur pour recruter et fidéliser vos candidats? Alors, pour moi, la passion, elle n'est pas du tout dans la cuisine, elle est dans le commerce. D'accord. Je rejoins ce que Monsieur le maire disait. Aujourd'hui, en fait, moi, quand je recrute pas quelqu'un qui a fait, s'il peut avoir fait 30 ans de commerce, mais là, je recherche quelqu'un de passionné. On est des petits commerçants. Quand ils viennent chez nous, il faut qu'il ait autant envie que moi de vendre les produits, de partager. On est là pour partager. Oui, on parle de la cuisine, c'est facile. C'est facile on parle de la bouche, on parle de moments conviviaux. Mais il faut avoir une passion pour les gens, pour les échanges. Et ça, pour moi, c'est le plus important quand je recrute. C'est vrai que le recrutement a beaucoup changé. Moi, je l'ai vu un petit peu parce que je fais partie de la même génération que vous. J'ai commencé il y a 4 ans, post-Covid. Maintenant, on ne demande plus aux gens de se vendre, c'est moi qui vends l'entreprise. Quand je mets une annonce, je mets mes valeurs. Mes valeurs, c'est le partage, la passion du commerce. Nos valeurs, elles sont, on travaille pour nous, on est dans une coopérative, ça aussi on le met en avant. Le forcer à la vente, ça n'existe plus. Je pense que c'est pour ça que les grandes enseignes se cassent la figure. On parle d'IA, on parle de stats. Il y a des magasins où ils regardent le nombre d'entrées dans le magasin et le taux de transformation. Mais moi, quand on me demande pourquoi tes magasins ils fonctionnent, parce que je regarde pas ça. Je suis là pour, oui, il faut que le tiroir caisse il se remplisse. C'est ce que je dis à mes équipes. Mais si les gens ils le ressentent, mais jamais ils vont revenir chez nous. Ils sont là pour partager un moment avec nous. On parle de bouche, je leur dis. On parle de moments conviviaux et on est là pour partager des moments, pas pour vendre un produit. Et c'est ça dont je me sers quand je recrute. C'est très clair, merci. Au vu de ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il est vraiment important, et on l'a vu tout à l'heure, de revaloriser les métiers du commerce, et ce aussi auprès des jeunes générations qui sont de plus en plus difficiles à recruter. Je m'adresse à vous, Monsieur le maire. Vous, en tant que commune, quel discours pouvez-vous adopter pour donner plus envie à ces nouvelles générations de s'investir dans les petits commerces ? Déjà, il faut leur donner des conditions de formation qui soient les meilleures possibles. Nous, à Vesoul, avec la Chambre des métiers, on va réinstaller le CFA en plein centre-ville.
Il était dans une zone économique, une zone industrielle, au fin fond de la ville. Un bus qui passait toutes les demi-heures. Quand vous sortiez en un intercours, rien à faire sauf regarder les entreprises d'à côté. On va réintégrer le CFA en plein centre-ville comme ça. Il y a les bars, parce que voilà, on a tous envie parfois de se détendre. Il y a la gare routière et la gare ferroviaire à 5 minutes du CFA. Il y a un internat qui fait qu'on ira tout de suite dormir sans traverser la ville le soir. Il y a déjà des conditions de formation qui sont importantes et qui, dans ce bâtiment en plus qu'on remet en centre-ville, c'est une rénovation d'un vieux bâtiment historique qui sera magnifique. On va y mettre le soin à la personne, le commerce, la restauration, l'hôtellerie. Donc il y a déjà, dans les chambres des métiers, les régions, etc., doivent faire un gros effort en termes d'offres de formation. Le deuxième élément, et vous l'avez tous dit, et moi je le redis, c'est l'empathie et la bienveillance. Et ça, malheureusement, pardon madame la professeure, je crains que ça ne s'apprenne pas. La bienveillance et l'empathie, c'est dans la personnalité des gens. Il y a des gens qui sont faits pour le commerce, il y a des gens qui ne sont pas faits pour le commerce. Et on pourra faire plein d'études supérieures, si on n'est pas fait pour le commerce, eh ben on n'est pas fait pour le commerce. C'est comme la politique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes. Tout à l'heure, le président disait il y a 36 000 chefs d'entreprise, ben, il y a 36 000 maires. Il y a 600 000 collaborateurs, ben, il y a 600 000 élus locaux, quand on compte aussi les conseillers municipaux. Et puis, vous comme nous, la seule qualité, les trois qualités qui font un bon commerçant, c'est l'empathie, la bienveillance et la sincérité. Et ça, je le répète, ça ne s'apprend pas. Et à partir du moment où on porte ces valeurs-là, eh ben, vous pouvez vendre n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est ma réponse. Je pense qu'on peut vous applaudir. Bien, merci d'avoir partagé vos ressentis et vos idées sur ce point. Maintenant, j'aimerais aussi parler avec vous de l'impact de cette difficulté de recruter sur les territoires et sur l'emploi, comme vous l'avez évoqué, monsieur le maire, tout à l'heure. Je m'adresse à vous maintenant, monsieur Chabot. Effectivement, donc, les espaces ruraux aujourd'hui sont extrêmement touchés par le manque de personnel. Heureusement, nous avons de superbes élus qui mettent en place des choses pour résoudre ces problèmes. Vous expliquez, vous, dans votre livre Sociologie du commerce, que les petits commerces façonnent les territoires, littéralement les territoires ruraux. On voit aujourd'hui qu'avec cette pénurie de candidats, que de nouvelles initiatives comme les commerces libre-service, les supérettes happy émergent. Comment vous voyez, comment vont selon vous s'organiser ces territoires marchands dans le futur et quelle place auront les entreprises comme Chris ou encore Cunarion? Merci. Alors, le commerce rural, si vous voulez, il est souvent appréhendé sur le régime de sa disparition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est sa recomposition. Alors, on a effectivement différents concepts, des nouveaux, des anciens, etc., même qui reviennent, comme le commerce ambulant, soutenu par les collectivités locales d'ailleurs, au passage. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez également la place des supermarchés, donc Intermarché ou U, par exemple, qui ont un rôle majeur sur ces territoires-là. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir d'attractivité assez large. C'est la place du marché. C'est-à-dire que, voilà, on retrouve les gens, ils soutiennent les liens sociaux, les rencontres, etc. Ils sont les premiers employeurs locaux, généralement, souvent, ou en tout cas parmi les premiers. Ils sponsorisent également le club de foot local, etc. C'est-à-dire qu'ils sont visibles sur les territoires. Et à côté de ça, vous avez effectivement des distributeurs automatiques sur des lieux de flux, qui sont, à mon avis, pas à dénigrer. Pourquoi ? Parce que souvent, ils sont les prolongements ou l'extension de magasins qui existent vraiment, comme les boucheries, charcuteries, etc. La zone de chalandise peut être trop faible pour ouvrir un second magasin, une succursale, et ce sont ces distributeurs qui vont prendre le relais. Et puis aussi, vous avez effectivement donc des commerces ambulants, je l'ai dit, des dépôts de pain informels, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que le commerce, il est comment dirais-je, un lieu d'innovation, mais aussi un lieu de maintien de formes de distribution très anciennes.
Et puis également ces épiceries multiservices que vous évoquiez, où, voilà, qui sont évidemment le foyer du village, de la commune, du bourg, etc. Donc je pense qu'il faut soutenir ce commerce-là, bien entendu, mais il faut surtout sortir de cette vision décliniste qui consiste uniquement à voir sa disparition et à observer sa disparition. Je pense qu'il se recompose plus qu'il ne disparaît. Merci beaucoup. On peut désormais passer, je pense qu'on a fait en tout cas le tour, ou du moins on a pu faire un petit tour de ce qu'étaient les difficultés à recruter. Et je propose maintenant qu'on passe au thème du réchauffement climatique et je redonne le micro à mon camarade Alexis. Merci beaucoup. Donc on voit de plus en plus la conscience éco-responsable, les gens qui font attention à leur empreinte carbone. J'ai une première question pour vous, du coup, Monsieur Fournier et Madame Vivier. Est-ce que chez vous, quand les clients, les consommateurs viennent chez vous, est-ce qu'ils viennent vraiment rechercher ce Made in France, ces produits durables et font attention vraiment à l'empreinte carbone des produits qu'ils vont acheter chez vous? Le Made in France, oui. Quand ils voient le prix, moins. Après, c'est là où nous, on intervient pour essayer d'expliquer. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de produits. Enfin, vu que je suis indépendante, je choisis les produits que je vends. Voilà, c'est moi qui décide. Pour moi, il est très important de vendre des produits auxquels je crois. Donc, quand je les vends, je pense que ça se ressent. Je me suis perdue. Est-ce que vraiment cette conscience qu'on voit émerger de plus en plus... Pardon. Et du coup, les gens, oui, on en a de plus en plus conscience. Je trouve ça super. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Depuis mes 12 ans, je suis en magasin. On n'a jamais vendu pas le bon produit à la bonne personne. Enfin, pour moi, les magasins, on agit contre la surconsommation. Tout à l'heure, il y avait AliExpress. Vu le prix de la coque de téléphone, on est tenté d'en acheter 10. Moi, des casseroles, on peut en acheter qu'une et elle nous tient à vie. Pour moi, tous les jours, je lutte contre la surconsommation en vendant le bon produit à la bonne personne. On peut voir que c'est un mouvement de fond. Hein. C'est vrai que les clients sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est fabriqué en France. Alors nous, notre coopérative, donc on est leader en optique en France et on a une usine de fabrication de verre. Ça a été un choix stratégique il y a une dizaine d'années, quinzaine même, d'avoir cette usine de fabrication de verre. Donc on peut répondre à cette clientèle en disant que nous, on est commerçants, on fabrique nos verres en France, on sait combien ça coûte et on a agrandi notre usine d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour augmenter les capacités de production. Et cette usine, en fait, elle a une vertu, c'est qu'elle est aussi, on peut faire aussi des économies de coûts et des économies d'énergie. Par exemple, fabriquer un verre. Chez un opticien, il y a des machines, des meuleuses, qui sont branchées à de l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau. Ça consomme 12 litres d'eau pour fabriquer un verre, pour tailler un verre, en fait. Nos machines taillent sans eau, et les poussières de verre pour fabriquer le verre sont recyclées. Donc ça permet vraiment notre choix stratégique a été en plus pour le respect de l'environnement. Et nous, dans notre groupe, on a pu faire labelliser entièrement le groupe, c'est-à-dire que l'usine, les magasins et la centrale, avec une labellisation AFNOR, RSE niveau engagé. Donc c'est vraiment un principe qui a été important. On a créé un comité RSE il y a 5-6 ans et on essaye même d'emmener la profession à nous montrer en fait que leurs produits sont responsables pour que les clients puissent avoir l'information. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir savoir si leur monture elle est fabriquée en France, où elle est fabriquée, des matériaux recyclables ou pas. Et ça, notre rôle, c'est d'être leader pour pouvoir emmener la profession dans la démarche et que le client puisse répondre à notre clientèle et même nous, à nos associés. Les associés pourront choisir des produits plus équitables, qui respectent l'environnement. Et on essaie de trouver des solutions. C'est vrai qu'on va au-delà des réglementations. On essaie on se dit, c'est vraiment la sensibilité, et c'est la sensibilité aussi de nos associés qui sont dans toute la France et eux aussi souhaitent avoir des produits plus responsables. On a fait des partenariats avec des entreprises de réparation de lunettes aussi
pour pouvoir faire réparer des lunettes, parce que des fois vous pouvez avoir une belle paire de lunettes que vous aimez bien et la relaquer ou la ressouder. C'est des métiers qui ont disparu aujourd'hui. Ressouder une paire de lunettes, plus personne ne sait le faire. Moi j'ai appris ça il y a une trentaine d'années, et c'est vrai que les collaborateurs que j'embauche, ils savent pas faire, donc ils viennent me voir, ils disent vous pouvez pas ressouder la paire de lunettes, et c'est vrai qu'on a des sociétés maintenant qui font ça, et qui font ça très bien, et nous on a tout un système de revalorisation, et on étudie, on a des projets aussi, on met dans certains magasins des recyclages de montures proposés à des clients pour voir s'ils ont appétence, donc on teste plein de choses. Et si je peux me permettre, c'est ça notre métier de commerçant, c'est de répondre à j'aimais bien ma paire de lunettes, est-ce qu'on ne peut pas la réparer? Nous, c'est pareil, un moulin à poivre, on le répare, on répond à la demande au cas par cas pour essayer de réparer, trouver des solutions, et je pense que ça, sur Internet, c'est pas trop possible. Non, mais c'est vrai que vu qu'on est des entrepreneurs, on a vraiment... on va de l'avant et on essaye de trouver des solutions et on les partage, puisqu'on est, nous, un groupement de 900 entrepreneurs avec 1500 magasins, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a une bonne idée, il la partage et on fait remonter. C'est vraiment un partage de bonnes pratiques aussi. Et parfois, comme vous dites, la bonne idée est peut-être de revenir un peu en arrière. C'est ça. Donc, je vais laisser la parole à Laura pour la suite. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je voudrais m'intéresser maintenant aux autres petits commerces de proximité comme les maraîchers ou les fromagers. Monsieur le maire, les consommateurs, grâce à ces commerces, peuvent aussi consommer de façon locale. Pourtant, on a quand même toujours l'attrait des grandes surfaces et des produits d'origine lointaine. Comment pouvez-vous mettre davantage en avant cette démarche éco-responsable dans les communes, dans votre commune aussi? On parlait du commerce en milieu rural il y a quelques instants. Depuis une dizaine d'années, les marchés locaux de producteurs ont explosé. Avant, vous aviez le marché de Vesoul. On allait à Vesoul chercher ses laitues, son fromage du coin. Chez moi, ils font un peu la gueule. Pourquoi? Pas parce qu'il y a moins de consommateurs. C'est que maintenant, il y a plein de petits marchés locaux dans les chefs-lieux de canton autour de Vesoul, qui fait que les gens n'ont même plus aller à Vesoul pour chercher la cancoyote. C'est nous, c'est la cancoyote. Hein, voilà, on mange la cancoyote. Eh ben, ils vont, plutôt que de faire 25 km pour aller chercher leur cancoyote, maintenant ils font 5 km parce qu'on a des marchés locaux de producteurs le dimanche matin, le samedi, etc. Donc les choses sont naturelles. Vous savez, là aussi, il y a la loi de l'offre et de la demande, la main invisible, elle existe. Hein. Ils se rendent compte sans intermédiaire. On parlait tout à l'heure des intermédiaires qui étaient à bannir. Eh bien maintenant, les producteurs locaux sans intermédiaire vont directement sur la place du village pour vendre. Et ça fonctionne puisqu'on en voit de plus en plus. Si ça ne marchait pas, on n'en aurait pas. On en a de plus en plus. Ça veut donc dire que les clients, ils existent pour aller acheter ces produits locaux. Et j'ai pas l'impression qu'on oppose les gros aux petits. Vous savez, moi j'ai un Leclerc, et le Leclerc, il achète régulièrement les vaches qui sont exposées à la Sainte-Catherine, parce que c'est la foire avant l'hiver, où tout prend racine, hein, voilà. Et donc, les grands comme les petits, chez nous, ont l'habitude justement de valoriser et ça, c'est quelque chose qui n'est pas superficiel, c'est authentique, c'est réel. Et ces petits marchés locaux de producteurs en sont un exemple incontestable. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on voit que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les circuits courts, et ce, en vue des préoccupations quant au réchauffement climatique. Surtout savoir ce qu'ils mangent. Savoir ce qu'ils mangent. Et la traçabilité de leurs produits. À la rigueur, ils s'en fichent. Eux, ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Et quand ils savent que ces produits... alors bientôt, peut-être qu'on pourra nous aussi faire des kiwis. Hein, le réchauffement climatique fait qu'on pourra peut-être aussi faire des ananas en circuit court. Mais en tout cas, c'est surtout parce qu'ils savent ce qu'ils mangent, plus que le réchauffement climatique. Bien, du coup, je me permets de vous demander, à vous aussi, Monsieur Chabot, ce que vous pensez... À votre avis, quelle est la place que prendront ces circuits courts plus tard? Monsieur le maire explique
que selon lui, c'est une solution vers laquelle se tournent de plus en plus ses habitants. Qu'en pensez-vous ? Alors, les circuits courts représentent 10% de notre approvisionnement à peu près, et il y a un regain d'intérêt à chaque crise sanitaire. Ça a commencé avec la vache folle, pour aller vite. Et évidemment, ça n'a pas échappé que depuis effectivement le Covid, ils ont été effectivement plébiscités par les consommateurs. Je pense que c'est une bonne chose. Ils vont sans doute effectivement se développer, mais il ne faut pas non plus les fétichiser, comme il ne faut pas non plus remettre encore une fois le poncif du petit commerce contre le grand commerce, le méchant, le gentil, etc. Ça, c'est effectivement dans les représentations du commerce qui sont en fait faussement structurantes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, les préoccupations environnementales des Français, voilà, c'est quelque chose qui est très fort, qui est massif, quelle que soit la couche sociale aujourd'hui, ce qu'on voit. Mais évidemment, les pratiques effectives, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on le fait pas forcément. Et je pense que, pour répondre à la question de tout à l'heure, la fin de le commerce sans commerçant n'existe pas. Le commerce sans distributeur, je pense qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du commerce n'est plus de distribuer, c'est-à-dire n'est plus de mettre à disposition des produits. Internet, la livraison à domicile vous fera beaucoup mieux. Par contre, effectivement, vous orientez vers des produits, vers des circuits courts, vers des alliances locales chez Leclerc, par exemple, vers des marques locales, des produits locaux, tout ce que vous voulez, voilà, vers la bonne consommation, si j'ose dire, entre guillemets, eh bien, ce rôle du commerce curateur qui sélectionne, qui accompagne le client vers la découverte des produits locaux notamment, je pense que voilà un rôle gratifiant que le commerce doit embrasser, vous l'avez dit hein, d'ailleurs, dans ce contexte de crise climatique où, qu'on le veuille ou non, il va falloir amorcer une transition consommatoire. Et la transition consommatoire, elle est évidemment, quelles sont les parties prenantes? L'État à travers les réglementations, le consommateur à travers ses choix, il est influencé, mais également, moi je crois que les entreprises ont un rôle à jouer dans cette transition climatique. Et finalement, le commerce, c'est de cette façon-là, vous avez donné des exemples extrêmement éclairants sur la durabilité des produits. Je pense que le commerce a un rôle à jouer. C'est cette mission extrêmement gratifiante, symboliquement forte, que le commerce doit assurer aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut en conclure qu'aujourd'hui, les gens cherchent de plus en plus à avoir confiance en leurs commerçants. Je pense que vous en êtes, pour vous, une très belle illustration. Et on vous remercie en tout cas pour ces échanges qui sont extrêmement constructifs et enrichissants pour nous, étudiants encore à l'université. Merci à vous. Merci beaucoup.